Bonjour à tous. Je m'appelle Bernard Wéry, études et recherches sur les 12 alignements mégalithiques de Lemenec, près de Carnac en Bretagne française. Chapitre 1, le contexte particulier de la recherche. Les recherches prennent appui sur, premièrement, des travaux de M. Robert Argot, qui a fait publier l'Antarctide des ses origines en 2003. Je suis parti là-dessus, j'ai relu plusieurs fois le livre, je me demandais vraiment de quoi il parlait. C'était vraiment le début du plot de la plot de laine. J'ai commencé donc à investiguer le sujet, qui m'a semblé très surprenant. Voilà, ça c'est son couverture de son bouquin, et la proposition qu'il fait des mouvements donc du nord géographique, un déplacement. Là, ça se passe, c'est le nord, mais ça, on parle bien sûr ici de l'Antarctique. Et ce déplacement, donc, on voit pour l'actuel, etc., avec des datations, 1500, 1250, etc., 250, 1200, etc. Donc, c'est une hypothèse qui propose, donc, et avec des, euh, des coordonnées de ces points. C'est Charles Hapgood qui a fait des recherches là-dessus et qui s'est basé d'abord sur un premier docteur, un océanographe qui s'appelle Ma Tingying, qui était donc en Chine taïwanais, et qui s'est aperçu presque par hasard que certains récifs coralliens qui poussent parallèlement à l'équateur se trouvaient, il en a trouvé plusieurs sortes et d'orientations différentes. Il en a déduit que des nords différents étaient survenus. Il a donc publié ses recherches dans le domaine. Ça, c'est disons, la base, disons, la plus notoire de cette recherche. Ensuite, donc, pour revenir à Hapgood, bien, il a fait appel à Albert Einstein, qui a leur proposé, qui a fait la présentation de son livre. Il a fait deux bouquins qui sont relativement connus, Le mouvement du cosme terrestre et le chemin vers le pôle Nord. Très intéressant au niveau très fouillé, etc. C'est un historien, lui, d'origine. Je vous parlais de Martin Ying, les deux volumes qui parlent de ces problèmes qui a bien donc Continental Drift, donc le mouvement de l'atmosphère. Hein. Donc voilà, le bouquin de Hapgood, Les mouvements de l'écran terrestre, qui a été préfacé par Albert Einstein, qui a suivi sa recherche. C'est un historien, Hapgood, mais il est très riche d'enseignements. C'est un livre vraiment très intéressant. Le problème, c'est que il donne des pôles géographiques également, les glissements apparents de la lithosphère, comme on le disait, trois pôles géographiques, et des datations. Ces datations ne sont pas correctes. Elles ont été refusées par les analyses des glaces. Voici donc les mouvements qu'ils proposent. Hein. Moins 80 000, moins 17 000, moins 55 000. Donc les mouvements de l'écorce terrestre. Comme je disais, donc cette théorie a été réfutée. En cause, l'O16, je ne suis pas chimiste, c'était O16 ou le 18, donc d'oxygène, des formes d'oxygène différentes analysées dans les glaces de l'Antarctique, disent que ces mouvements n'ont pas pu avoir lieu aux dates qui sont données. Donc, moi, j'ai gardé uniquement les coordonnées de ces pôles, et par calcul orthodromique, c'est un nom savant pour dire des calculs de ski sphérique, j'ai refait donc des calculs et voir un petit peu si ces points-là pouvaient correspondre à quelque chose d'autre sur la Terre. Et il se trouve que, en cherchant un peu partout et dans tous les coins, je me suis rendu compte que certaines coordonnées de sites mégalithiques étaient en rapport avec ça. Et notamment, un site en particulier, je ne sais pas si voilà, c'est les trois pôles différents. Il y en a un qui se trouve en Yukon, en Alaska. Voici les latitudes et longitudes. Le pôle nord, un autre pôle nord qui se trouve au nord-ouest de la Norvège, avec les coordonnées. Et aussi un pôle H, donc, qui se trouve en baie d'Hudson, au Canada. Ce sont les trois points, donc je reprends très bêtement. Alors, juste une petite précision, ces travaux ne correspondent pas, n'ont rien à voir avec ce qu'on appelle la dérive des continents, qui a été développée par Alfred Wegener, pour lesquels on n'a d'ailleurs pas d'explication réelle sur ce phénomène, mais c'est tout à fait un autre concept. Et ce qui va survenir, bien sûr, c'est qu'en fait, les travaux, et ce que j'ai trouvé au niveau mégalithique, c'est que c'est la préhistoire de l'homme, mais c'est très proche de nous au niveau des mouvements. Donc, chapitre 2, le contexte astronomique. L'axe de la Terre n'est pas perpendiculaire à son plan de révolution, qui est ce qu'on appelle le plan écliptique. Il y a 23 degrés 27 minutes d'angle. Alors, cet angle-là est déterminant pour nous et pour les saisons. Donc, on voit si l'angle est placé comme ceci, donc le nord actuel, donc on se trouve
au solstice d'été, donc la partie la plus intéressante pour nous, la plus chaude pour nous, l'été, et le solstice d'hiver, où l'axe se trouve là, donc on se trouve plus dans le nord, donc on bénéficie, on va voir, de moins de rayonnement solaire, donc des températures en général un peu plus basses. Voilà. L'explication, le soleil, l'inclinaison au solstice d'hiver, au solstice d'été, pardon, delta qu'on appelle là, le déclinaison solaire, et donc ici, pour le cercle polaire, et puis ici, donc, le tropique nord, le tropique du Cancer, voilà. Donc, en fait, c'est la hauteur maximale qui est atteinte par le Soleil, pour le rayonnement solaire, le 21 juin. Ensuite, il décline, il repart vers le sud, et tout c'est relatif, bien sûr. Et alors là, donc, on souffle à l'opposé, au 21 décembre, où la perpendiculaire des rayons se trouve, bien sûr, au tropique du Capricorne, et nous nous trouvons, bien sûr, aux 50 degrés nord, en gros, pour la Belgique. Donc, on est dans le froid, dans la température plus basse. On se trouve ici, par exemple, dans un soleil permanent, c'est ça, le soleil de minuit, là, qu'on peut trouver ça. Donc, quand on est au solstice d'été, et en hiver, eh bien, on a l'inverse, on se trouve dans une nuit unipolaire prolongée, puisqu'on n'a plus d'éclairement et qui s'arrête donc à la limite du cercle polaire arctique. La suivante. Alors, un phénomène assez intéressant, c'est que si on se trouve plus ou moins à un tropique, par exemple, parlons du tropique nord, il y a un phénomène assez curieux, c'est que si on plante un bâton dans le sol, eh bien, ou un menhir, comme on va voir, en fait, l'angle qui est donné par l'ombre est équivalent en gros à 48 degrés, 45 degrés, lorsque le soleil se trouve donc au tropique du Capricorne, au tropique sud. Et si on observe l'ombre se déplacer, jusqu'à la verticalité bien sûr, hein, quand on va se trouver au solstice d'été, eh bien on pourra connaître assez facilement la position du soleil par rapport à la saison où on se trouve, hein, puisqu'il va se déplacer et que l'ombre va rétrécir quand il va aller vers le solstice d'été et il rallongera, il ira vers le solstice d'hiver. Ça, c'est une information très importante pour les personnes qui habitent nos régions. Chapitre 3, le site de Lemenec à Carnac en Bretagne française. Alors, bon, un petit dessin, une petite carte de la Bretagne. Donc on se trouve donc à l'ouest de la France, ouest, on va voir plus loin. Les photos aériennes Google du site de Lemenec à Carnac. On voit déjà les habitations. Alors on voit pas grand chose, mais enfin je voulais la faire voir. Et donc bien sûr l'orientation par rapport au nord. Donc on voit qu'il y a une inclinaison comme ça, en gros, du site. Alors ça, c'est un autre site qui est voisin, mais on voit, en fait, on a des pierres qui s'étirent comme ça, faisant fi même de la géographie et du relief des terrains. Encore une photo de, ça je pense, c'est Carnac, oui, c'est le Menec, oui. Oui, ça semble, voilà. Alors, un relevé. Alors, le relevé, ça c'est intéressant, le relevé du géomètre Alexander Thom et son fils, ils ont relevé donc le site de Le Menec, et très précisément, et ils se sont aperçus qu'il y avait des aliments, bien sûr tout le monde l'a bien vu, mais enfin il y en a 12 qui sont assez précis, hein, une coupure ici, et puis alors deux sortes d'œufs comme ça, de part et d'autre. Il y a plus d'un millier de mégalithes. Alors il a juste mesuré, il a juste été placé les pierres qui sont les mégalithes qu'on appelle, hein, sur le terrain. Il a fait un relevé, au moins on a un effet, c'est un type extrêmement sérieux, il a même fait intervenir la NASA là-dedans, pour obtenir quelque chose de parfait. Il a fait ça dans toute la Bretagne, dans les sites mégalithiques. Lui, il est à la recherche d'autre chose, de normes de mesure pour toutes ces périodes-là. Alors donc, voilà, vous voyez, je disais, vous voyez, c'est ça que je veux dire, on a près de plus d'1 kilomètre de long, hein, c'est énorme. Vous voyez les efforts gigantesques pour des gens qui ne connaissaient pas la roue. Sans doute deux cercles ovoïdes, comme je disais, de part et d'autre de l'extrémité est et ouest. 12 lignes formées de mégalithes, plus ou moins parallèles. On compte un millier, on sent mégalithes plantés verticalement dans le sol actuellement. Et puis des blocs qui mesurent, alors c'est vrai, à l'ouest, environ de 4 mètres, mais ça varie à l'ouest. Et à l'est, on a une hauteur de 60 cm à l'est, et celle-là, cette hauteur-là est quasiment constante. 60 cm. Et la largeur des espaces laissés entre les lignes, pour en dire, effectivement, de 100 à 1 mètre, oui, à l'ouest, et 60 mètres. Donc en fait, 63 mètres à l'est, donc en fait, on a un élargissement vers l'ouest. C'est moins important. Voilà un petit peu, maintenant, passer ça de façon un peu plus précise. Donc on a des lignes, la référence, enfin, pour se retrouver un peu dans tout ça, et des hypothèses que je commence à placer, c'est-à-dire, en fait,
deux points assez importants qui sont partis donc dans ces parties ovoïdes. Je ne vais pas rentrer dans les détails énormément, mais suffisamment pour qu'on comprenne de quoi il s'agit et de l'hypothèse que j'ai désiré de mettre à l'épreuve la thèse générale. Voilà. Donc, je disais, un relevé extrêmement rigoureux, précis d'Alexander Thom, et donc une reconstitution vraiment fiable. Quoi d'autre? Oui. La question, c'est qu'on se retrouve dans un contexte très ancien. Les analyses archéologiques du carbone 14 et de thermoluminescence indiquent qu'on peut remonter sur 4000 et quelques années avant notre ère, et 3000 et quelques. Donc c'est récent dans le passé de l'homme. Donc au cours de la NASA, comme je disais, donc je vais me référer constamment à ces travaux d'Alexander, son fils Archibald, c'est ça, de géomètre de haut vol. Chapitre 4, la découverte, la présentation de ce que je pense avoir trouvé d'important, c'est qu'en faisant mes calculs orthodomiques de triangle sphérique, voilà, c'est les formules dites de Gauss. Alors, si je me place dans un autre contexte, c'est-à-dire si j'utilise le nord Yukon, hein, après avoir fait un tas d'essais, etc., que j'utilise Yukon en nord géographique, alors là, c'est vraiment étonnant, c'est que je me trouve à ce moment-là, le site de Lebenec se trouve au tropique nord, euh, de notre système, de notre planète. Et ça, c'est extrêmement important, évidemment, si donc je fais référence à Yukon, hein, donc avec la référence et les coordonnées Yukon. Alors, chapitre suivant, l'exploitation de la découverte. C'est une théorie, je ne dire pas tout à fait, mais je la présente quand même. On pense, enfin, on ne comprend pas très bien pourquoi il y a un cycle de 11 ans. En fait, le Soleil présente un cycle de 2 fois 11 ans. Des tâches apparaissent, réapparaissent. Donc, je disais, une hypothèse, Athéna, le journal périodique, indique qu'il est possible qu'il y ait une conjonction d'éléments qui ont favorisé ce cycle solaire. Je ne suis pas sûr que ce soit la bonne réponse. Ok. Maintenant, donc le rappel, donc le comportement normal de l'axe de la Terre au tropique nord, comme on l'a vu, donc on se trouve à la verticale, maximum du Soleil, donc quand on se trouve au tropique nord, tropique nord, je dis bien avec l'axe de la Terre actuel, de 27 degrés, 23 degrés, 27 minutes. Ensuite, alors, si on se trouve dans cette situation, c'est-à-dire donc le site au tropique nord, euh, qu'est-ce que pourraient signifier les deux structures ovoïdes qu'on a vues à l'est et à l'ouest, et essayer d'interpréter ce système, ce truc. Et là, je veux dire, ça a l'air facile comme ça, mais ça m'a pris des années pour essayer de comprendre correctement les situations. Qu'est-ce qu'on va essayer de savoir? Si on remarque, on va regarder le plan, je crois qu'il suit derrière, non, il n'est pas là. Donc, en fait, oui, il y a plusieurs phénomènes. Donc, on a ces structures, ces éléments ovoïdes, on a aussi un gap, comme ça, un arrêt de mégalithes à un moment donné, plutôt vers l'est du site, sur toutes les lignes. Troisième élément, troisième caractéristique, c'est qu'on a une hauteur de mégalithes de plus ou moins 60 cm partout du côté est. Ensuite, si on déplace, si on regarde cet angle un peu particulier, etc., on va voir qu'on va se trouver en plein est, c'est-à-dire la partie est du site se trouve dirigée plein sur le nord géographique de Yukon. La hauteur, alors des mégalithes, je continue sur les caractéristiques, les mégalithes à l'ouest varient de façon assez importante, de 2,50 m à 3,70 m. Ensuite, donc j'ai parlé de cet angle-là particulier plein Yukon. Et alors donc la datation du carbone 14 et thermoluminescence dont j'ai déjà parlé. Alors l'observation des menhirs, des deux menhirs situés dans les œufs là, eh bien qu'est-ce que ça signifie? Voilà, en détail un peu plus particulier. Bon, j'ai fait des recherches aussi sur les longueurs d'onde et comment j'aurais pu inventer ça, trouver ça. Mais ce qu'on peut voir surtout, c'est que si on accepte, toujours, hein, interprétation, et le placement de mégalithes particuliers à ces deux endroits-là, on s'aperçoit que dans ce cas-là, on mesure une onde venant du dessus vers le sud, du nord vers le sud, et là, du sud vers le nord. Ça, c'est un élément assez important qui signifierait que l'axe de la Terre se penche plus, varie, et permet donc une arrivée de lumière solaire au tropique nord, je dis bien toujours, venant du nord vers le sud. Ce qui explique donc la situation de ce témoin-là. Alors, pareil, ensuite, on a une onde qui vient du sud vers le nord, ce qui est classique et qui devrait être seulement cette façon de faire. Voilà, un petit peu encore. Je reprends donc les dessins, le mouvement
de l'axe de la Terre, l'état qui varie. Alors, deuxième élément, le gap. Alors, on voit mal, mais ici, sur le côté de mon appareil des yeux, maintenant, la partie ici, vous voyez, il y a une absence de mégalithes. Ça pourrait signifier que, dans le cas, attendez, je crois qu'on a la suivante, oui, voilà, le gap, le relevé, donc toujours de Alexander Thom, là on se trouve à l'est, là on se trouve à l'ouest, ça c'est des moyennes générales, on voit qu'on a ici quelque chose comme 60 cm, et là, on a un gap. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire que le Soleil arrive à la perpendiculaire à un moment donné dans le site, en fonction des deux œufs, là, surtout à droite, à l'est, on n'a pas d'ombre. Donc en fait, l'axe se relève ou passe au moment perpendiculaire, mais plus tard, pas au solstice d'été. Ensuite, on continue. On dit extrémité est, donc toujours égal, voilà, c'est cette partie-ci. Et on voit qu'on a quelque chose de très régulier. Donc en fait, on a sans doute comment, sur sur toutes ces lignes, une attitude très proche pour chaque ligne. Alors, l'orientation, je disais, vers Yukon. Là, on a nos angles, etc., des 24 degrés qui correspondent à l'angle que fait le site et avec Yukon. Hein. Donc, on continue. Voilà, ouais, je vous disais, l'orientation plein nord sur Yukon. Donc, ça voudrait dire que si on adopte cette théorie de jour, hein, on a chaque mégalithe, chaque petite pierre, grosse pierre, correspond à un jour. Et on se trouve donc, on part toujours de ce côté-là, on lit de droite à gauche, et on va vers l'ouest. D'accord? Quand on compte, alors on verra ça peut-être plus tard, je me souviens la suite. Quand on compte les pierres, on voit que ça correspond qu'il y a une variation dans la longueur du nombre de jours dans l'année. Toujours pareil, les angles, extrémité ouest, voilà, ici, on voit un peu mal, mais enfin voilà. Donc les pierres plus hautes, mais variant, plus courtes et plus longues, plus hautes. Voilà. Alors voilà, ça c'est un relevé statistique, c'est par deux rangées, et on voit que en fait, on part d'une base assez basse, et on évolue vers quelque chose de plus haut. Voilà, si je reprends les lignes, je les trouve, voilà, on peut imaginer qu'on a quelque chose de cet ordre-là. Pourquoi est-ce que je fais ça? C'est parce qu'en fait, c'est une interprétation, mais on se trouve quand même à 4-5 000 ans avant notre ère, et énormément de modifications ont pu survenir. Le comptage des mégalithes, voilà. Les mégalithes montrent que le comptage ligne par ligne, etc., de façon précise, montre qu'on a une quantité de jours beaucoup plus grande au sud qu'au nord. Donc on a une variation de longueur des années. Alors voilà, donc si on accepte toujours dans cette hypothèse, on aurait donc la ligne 12, on aurait une dizaine de mois calculés pour la longueur de l'année et on irait même jusqu'à 14 mois pour la première ligne. Et aussi une variation dans l'axe, l'orientation de l'axe de la Terre. Quant à Yukon, le solstice d'été, on a quelque chose de très proche. À l'hypothèse là, on peut comprendre que les 12 lignes du boost du site représenteraient donc des étapes, un boost refait, donc un calendrier perpétuel sur base donc solaire, une base solaire des 11 ans qu'on connaît. Donc on commence à la première ligne, première ligne, deuxième ligne, troisième ligne, jusqu'à la deuxième, et on revient à la première ligne. Donc voilà, donc c'est ce qui est expliqué ici, hein, première, 12, et puis on revient. Donc c'est un calendrier perpétuel. Donc il s'agit d'un ouvrage destiné aussi à la marine à voile, sujette aux vents, aux alizés, aux courants marins, mais destiné à connaître l'état du climat, et notamment dans le Grand Nord arctique, pour la chasse au cachalot. Alors, ici, on se trouve en Pyrénées-Atlantiques. Oui, pourquoi la Pyrénées-Atlantiques? C'est parce que on a retrouvé une tradition chez les gens qui faisaient une chasse à la baleine et qui était coordonnée avec certains chasseurs justement de la baleine et des poissons à Carnac en Bretagne. Ici, aplatissement d'épaule dû à la force centrifuge, on connaît très bien l'affaire, l'écliptique, etc. On ne revient pas sur ces choses-là, position de l'axe de la Terre par rapport à l'écliptique. Et alors, pourquoi, on va revenir sur tout ça également, ce mouvement qui est relativement stable quand on se trouve au solstice d'été, mais en hiver, on va voir qu'on a des rallongements très importants de menhir et qui font que finalement, on peut en déduire que l'orbite
se modifier énormément en fonction des années. Ce qui justifie aussi donc un climat différent. Vous voyez, sur presque 4 mois d'écart entre les deux positions extrêmes. Donc on a de 10 à 14 mois environ évalués. Hein. Au suivant, la chasse au cachalot. Pourquoi pas? Parce qu'en fait, on se retrouve, vous voyez, les zones les plus importantes se trouvent donc aux tropiques et à l'équateur, mais on se trouve dans un autre cas de figure, puisque maintenant on se trouve avec un Yukon, en Alaska. Alors, qu'est-ce qui permet de penser qu'il y a réellement quelque chose qui se passe? On sait que culturellement, Saint-Jean-de-Luz et Pays Basque est fort isolé au niveau de la langue, etc. Mais les analyses génétiques ont montré qu'il y a moins de 10 000 ans, on a retrouvé dans place de certaines accointances très fortes, similitudes, avec certaines peuplades qui se trouvent dans le nord, en Arctique. Et ça pourrait justifier donc ces voyages de ces populations vers le nord arctique. Alors, à la base de tout ça, des recherches relativement récentes qui montrent que sur les menhirs, on retrouve le dessin notamment donc, bien sûr d'animaux terrestres, mais aussi de baleines, de cachalots. Voilà, là ça se trouve donc évidemment du côté de Karnak, hein, ici encore. Ici aussi, le dessin, je ne sais pas si on voit bien, c'est pas toujours très évident, dans un cadre. Ici encore, Kimaya, vous voyez, donc il y a plusieurs sites qui représentent toujours des cétacés. Là, vous voyez. Alors ici, oui, sur un menhir, je pense que c'est un Gravigny, oui, c'est ça, on retrouve un dessin qui a pu être interprété, et il s'agit en fait d'une barque. Alors voilà, grossièrement comme ça, c'est pas évident, mais quand on regarde de plus près, si on l'ouvre, vous voyez, on voit la balade de la barque et peut-être même la balade de certains menhirs. Hein. Alors, les voyages donc des bateaux, on les a retrouvés le long des côtes irlandaises, anglaises, Grande-Bretagne, et puis vers le nord encore plus loin. Voilà. Ça donc conclut la présentation de cette hypothèse de découverte que j'ai faite à propos et d'interprétation à propos donc de Lemenec à Karnak. C'est clair. Maintenant, je pense que ce n'est pas tout à fait fini et qu'on peut prolonger un petit peu la réflexion. J'ai appelé ça discussion, les questions climatiques et les cycles. Bon, grossièrement, on sait qu'il y a eu beaucoup de mouvements, autour de 13 000 et puis autour de 6 700 avant Jésus-Christ, des mouvements donc importants du niveau des mers, et à quoi attribuer ces choses-là. On peut parler aussi du petit âge glaciaire au Moyen-Âge. Hein, on a des périodes assez étonnantes. Voilà, température, etc. Certaines choses qui sont des routes qui sont maintenant inondées, mais qui étaient certainement c'est ouvert. Ici, un tsunami, on a détecté, c'est très récent, un tsunami gigantesque qui aurait anéanti une partie de l'Angleterre il y a 8000 ans, donc un peu avant donc, la datation de notre site, plus de 20 mètres de haut dans les îles Shetland, etc. Ça peut correspondre à un point, un nord, on va voir ça, un nord qui se trouverait au nord-ouest, troisième nord, au nord-ouest de la Norvège. Alors, il y a à peu près 4500 ans Jésus-Christ, 700 ans Jésus-Christ, donc dans les périodes qu'on étudie, le Massif central, développement des volcans, ils sont apparus à ce moment-là. Le Sahara également, qui était vert il y a 6000 ans et qui on sait, il y a des traces importantes de végétation, etc., et qui tout doucement est devenu un désert. Donc, voilà, bon, le centre de la Terre, c'est schématique, ça montre un peu voilà, le centre de la Terre. Bon, 2 publications que j'ai faites sur Amazon. Voilà. Ici, c'est un relevé assez étonnant de plusieurs sites qui se trouvent à partir de l'ouest, donc de l'océan, sur une ligne est-ouest, donc de plusieurs sites différents qui ont été relevés et qui vraisemblablement jouent le même rôle que celui de Lemenec. Je me suis cantonné à Lemenec, bien sûr. Mais ce qui pourrait vouloir dire que des mouvements de glissement de la lithosphère se seraient passés dans la suite. Donc le premier site étant celui de Lemenec et étant en rapport avec les gens de la mer. Voilà, ça aussi, oui. Saint-Jacques-de-Compostelle et son histoire et mémoire dans la lithosphère, c'était aussi une petite publication, une petite page, qui montre que finalement, Saint-Jacques-de-Compostelle, avant toutes les notions amenées par les moines anglais en Galice, a certainement un fond de vérité et vraisemblablement un glissement qui aurait eu lieu à peu près en 250 avant Jésus-Christ et qui est relaté dans un grand nombre de témoignages historiques,
dont celui de Josué qui lève les bras au ciel et qui arrête la course du soleil, etc., en pays de Canaan, alors que vraisemblablement, c'est pas le soleil qui s'arrête, mais la terre qui bouge, c'est relatif. Ah, donc, ah oui, l'intérêt de Saint-Jean-de-Compostelle, c'est qu'apparemment, alors c'est par rapport à notre nord qui se trouve en baie d'Hudson, on a la même distance entre Saint-Jacques à 60 km près, d'après les calculs, entre Saint-Jacques et la baie d'Hudson et le pôle nord actuel. Donc en fait, on aurait une sorte d'axe autour duquel donc tout aurait glissé. Et c'est ça qui aurait surpris les navigateurs et les gens de l'époque et que ça aurait été transmis bien longtemps après. Bon voilà, pour l'influence hein, de Saint-Jacques et de ces mouvements de pèlerins qui précèdent très largement l'époque romaine, donc évidemment l'époque chrétienne, qui était reprise par les chrétiens, Saint-Jacques de Compostelle. Là, peut-être on pourra dire des préoccupations donc, générales. Je passe là-dessus. Alors, bon, on voit qu'il y a eu un grand nombre de phénomènes qu'on a vraisemblablement plutôt passé sous silence ou oubliés, et qui montrent que finalement, bah, les choses ne sont pas si calmes qu'on voudrait le croire, et si paisibles